L'émission Débat des finances vous est présentée par Finances Composées, un cabinet de services financiers multidisciplinaire où chaque geste compte. Luc-Olivier Pelletier, bienvenue au Débat des finances. Merci, Jade. Tu es président de Stratégie financière Pelletier et planificateur financier à la Sun Life. Exact. Qui est l'homme derrière le conseiller? L'homme derrière le conseiller, papa de 2 enfants, principalement, donc 2 ados magnifiques. Sportif de nature, dans le fond, j'aime toucher à tout, que ce soit vélo de montagne, hockey, golf l'été, donc c'est une passion. Et j'adore voyager, donc minimalement 1 à 2 voyages par année, c'est des objectifs. Puis au travers des années, est-ce que tu as développé une clientèle cible? Oui, derrière les 20 dernières années, dans le fond, je me suis spécialisé dans les 10 dernières années avec tout ce qui est entrepreneur, donc accompagnement, oui, de l'entrepreneur, mais également du chef d'entreprise au niveau personnel, donc que ce soit plus des stratégies REER, CELI, tout ça. Et également, tout ce qui est stratégie, des fois, qui est oublié, donc de décaissement ou stratégie de pré-retraité, des choses comme ça. Donc, c'est ce qui me passionne. Merci beaucoup. Bonne émission. Et on passe au prochain invité. Minou Adjin, bienvenue au Débat des finances. Merci beaucoup, Jade. Tu es président des services financiers Minou Adjin et conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective à la Sun Life. Tout à fait. Qui est l'homme derrière le conseiller? L'homme derrière le conseil, c'est un père de famille. J'ai 2 enfants. Un garçon de 20 ans qui joue maintenant à Easton, Michigan, aux États-Unis, donc à l'universitaire. Une fille aussi très active, donc on bouge beaucoup chez nous. Je suis curieux de nature. J'aime découvrir les choses, les gens, les endroits au Québec. J'ai voyagé un peu partout parce que j'aime ça, rencontrer du monde. Alors, l'homme derrière le conseiller, c'est un homme curieux, tout simplement. Wow, j'aime ça. Et quelle niche tu as développée au travers des années? Au fond, je suis agroéconomiste de formation. Fait qu'au fond, je travaille beaucoup avec les entrepreneurs, mais en particulier les producteurs agricoles, OK. avec qui je travaille aussi, donc, puis les particuliers également. Mais c'est vraiment un créneau dans lequel je me sens vraiment à l'aise parce que je connais toutes les procédures de production, de mise en marché et tout ça. Je me sens assez confortable avec ces gens-là. Merci beaucoup. Un plaisir. Et on passe à l'émission avec Caroline. Aujourd'hui, on parle des différentes fonctions des intervenants dans le domaine des services financiers. Bonne émission. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Bienvenue au Débat des finances. Aujourd'hui, on accueille 2 conseillers de la Sun Life et ils vont nous expliquer en quoi consiste le rôle du conseiller. Je suis très contente de les recevoir sur le plateau. Luc-Olivier Pelletier, bonjour. Minou Adjin, bonjour. Bonjour, Caroline. Je crois que Luc-Olivier, t'es rendu plus d'une quinzaine d'années dans les services financiers. Oui, j'ai 20 ans sonné exactement en service financier, donc à travers différents postes, mais j'ai 20 ans de fait là, en service financier. Ah, super. Et Minou? La 11e année? 11e année. On part, oui, effectivement. Donc, vous comprenez qu'on est avec des pros aussi aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle justement, premièrement, en quoi consiste le rôle du conseiller financier? À quoi ça sert? C'est quoi qu'on fait? C'est quoi notre travail avec le client? Première notion, j'oserais dire que c'est un rôle d'accompagnement, assurément. Dans le fond, c'est d'être là à chacune des étapes. Donc, de s'assurer d'un partenariat. C'est ça, c'est important aussi là, avec les clients, s'assurer qu'on a une proximité, qu'ils vont tous nous dire, on va partager, puis c'est un peu ça là, notre Quand rôle. Tu parles Là, tout nous dire, c'est-à-dire? Dans le fond, quand on va faire le tour, puis on va explorer, pas juste nécessairement au niveau du placement, mais dans toutes les sphères de la planification financière, c'est vraiment de s'assurer qu'il n'y ait pas de cachette ou quoi que ce soit, s'assurer que les objectifs soient clairs. Puis c'est un peu mes attentes comme conseiller quand je travaille avec des gens. Là. OK. Minou? Tout à fait. Écoute, j'appuie entièrement ce que disait tantôt Luc-Olivier. Je pense que notre métier est méconnu. Les gens, ils ne savent pas trop où nous mettre, dans quelle case nous mettre. Est-ce qu'on est comptable? Est-ce qu'on travaille comme fiscaliste? Ils ne savent pas. Fait que notre job, d'abord, c'est de leur expliquer, comme disait tantôt Luc-Olivier, c'est de l'accompagnement en premier. Mais c'est comme quand tu vas voir ton médecin. Il a beau être le médecin le plus diplômé, le plus qualifié. Si tu ne lui dis pas ton bobo, s'il ne prend pas le temps de savoir qui tu es, voir ton parcours et voir comment t'aider, il ne pourra pas t'aider. Donc, c'est vraiment un échange entre 2 personnes qui se font confiance mutuellement et qui veulent travailler ensemble. Donc, ce que je comprends, c'est que les gens vous donnent de l'information concernant leur vie autre que financière. S'ils ont des enfants, c'est quoi leur projet de vie, leurs objectifs. Fait que vous devez aller poser des questions pour aller profondément dans leur vie, là. Fait qu'on crée un lien de proximité. C'est ça que j'entends. Exact. Ça devient des relations assez intimes. Et je sais qu'il y a différents titres dans le domaine financier. C'est quoi la différence entre un planificateur financier ou un conseiller financier?
Ben, un conseiller financier, normalement, c'est pas la première porte par laquelle on rentre dans notre formation. Mais après ça, Luc Olivier, il faut aller chercher comme une formation professionnelle, donc une certaine formation à suivre sur une certaine période qui te donne ce titre-là. Puis je pense que Luc Olivier est mieux placé que moi pour parler du titre de planificateur financier. J'oserais dire qu'un conseiller à la base, c'est quelqu'un qui va avoir les permis soit en placement, soit en assurance. Il peut avoir les deux aussi. Dans le fond, il y a certaines institutions qui vont prioriser que le conseiller ait les deux permis. Le titre de planificateur financier, bien, c'est un titre qui est reconnu au Québec avec l'Institut de planification financière, qui est dans le fond une formation additionnelle, souvent universitaire. Moi, j'ai un bac en économie, un certificat en planification financière, puis je suis allé chercher le titre en planificateur financier. Mais c'est pas nécessairement un reflet de permis de vente, là. Ça n'implique pas un permis de vente. Donc, c'est vraiment, quand on est planificateur financier, on a plusieurs notions, un peu un médecin généraliste, comme on disait. Puis après ça, bien, ça prend, oui, les permis, soit en représentant en épargne collective, en assurance, donc c'est des notions supplémentaires, mais c'est un peu un médecin généraliste de la finance là, au niveau du planificateur financier. Les clients qui disent « Moi, je veux un planificateur financier », ils s'attendent à quoi de plus chez toi? Des nouvelles notions au niveau de la fiscalité, l'accès à faire des planifications financières? Oui, entre autres, on va toucher les 7 champs, donc tout ce qui est l'aspect légal. Donc, on n'est pas notaire, on n'est pas avocat non plus, mais on a des notions élaborées là-dessus. Tout ce qui est assurance, placement, retraite, succession, fiscalité, finance. Donc, c'est les 7 champs là, qu'on va toucher à travers, peut-être pas nécessairement la première rencontre ou la première année, mais c'est évolutif, puis on travaille un parcours de planification financière sur le long terme. Minot, tu n'es pas planificateur, tu es conseiller. Exact. Mais je crois qu'on doit optimiser probablement son équipe autour de nous lorsqu'on est conseiller. Est-ce qu'il y a des planificateurs avec qui tu travailles en collaboration sur certains dossiers? Absolument. On n'a pas le choix. Je pense qu'au fond, peu importe le titre qu'on va détenir, on ne peut pas avoir la prétention de tout connaître. Donc, ça prend des gens autour de nous. On a besoin d'un comptable, on a besoin d'un fiscaliste, on a besoin d'un planificateur financier ou d'une équipe à l'interne ou à l'externe. Mais l'idée, c'est de pouvoir orienter le client vers la bonne personne si on n'a pas les ressources, les compétences nécessaires pour le faire. Donc, le réseau est un élément important dans le travail qu'on fait aujourd'hui. Ça a été pareil hier, ça va être l'être aujourd'hui et demain sera la même chose. Si on veut faire un bon service pour les clients, je pense qu'on n'a pas le choix que de bâtir un réseau de contacts. Puis même comme planificateur financier, j'ajouterais que c'est important d'être bien accompagné, d'avoir un fiscaliste parce que j'ai des notions de base, mais je vais souvent travailler avec notre fiscaliste, comptable, notaire ou en droit, là, avocat, fiscaliste. Donc, tous ces spécialistes-là sont importants autour de nous. Oui, tout à fait. Quand vous allez prendre un client, par où vous allez commencer dans l'étude de son dossier? Qu'est-ce que vous allez faire pour l'accompagner? Il rentre dans votre bureau, c'est la première fois que vous le voyez? Évaluer les projets d'emblée. Dans le fond, c'est sûr que c'est d'avoir le plus d'informations possible. Souvent, ça va être... en planification financière, on va parler de mandat. On n'aura pas un mandat global nécessairement pour la première rencontre, mais c'est sûr qu'on va travailler certains éléments de sa situation, s'assurer de pousser un peu plus loin, des fois de voir des angles morts. C'est un peu notre rôle, de voir un angle mort, les lumières jaunes, qu'est-ce qui était prévu au testament. On voit, exemple, des familles recomposées avec des enfants, un et l'autre. Donc, c'est quoi les volontés derrière tout ça? Donc là, on devient avoir un rôle important. Oui, tout à fait. Puis, oui, Minou? Oui, je pense que Luc Olivier a tout à fait raison. Moi, tantôt je le disais, je suis un homme curieux. Alors, quand quelqu'un rentre dans mon bureau, je veux savoir d'abord qui est cette personne-là. En premier, avant de partir, de parler de finances et tout ça, c'est qu'il me raconte son histoire. T'es parti de où, t'es rendu où, tu veux t'en aller où. À travers ça, toutes les notions, on va savoir s'il a un testament, on va s'il y a des enfants, on va le savoir, le travail qu'il a fait. Parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un sans connaître son histoire. Parce qu'au fond, le travail qu'on fait, c'est une co-responsabilité. Le client est responsable autant que nous. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne les bons outils. Lui connaît mieux ses besoins, mais il ne connaît peut-être pas les outils pour pouvoir les réaliser. Donc, si on fait équipe ensemble, on est capable de travailler. Mais pour ça, il faut qu'on se connaisse mutuellement. Donc, l'histoire de la personne, pour moi, est capitale dans le travail que j'aurai à faire par la suite. Et j'adore que tu parles d'histoire parce que moi, quand on s'est rencontrés, Minou, tu m'as raconté ton histoire et j'aimerais ça que tu en fasses part un petit peu parce que dans les services financiers, il faut développer sa clientèle lorsqu'on est courtier comme nous. Donc, Minou, tu es arrivé ici puis tu avais quand même des enjeux. Là. J'aimerais que tu nous racontes un peu. Écoute, c'est une longue histoire, mais je vais faire ça assez court. Je suis arrivé ici le 31 décembre 2004.
Ma tête était au courant, mais mon corps, lui, était au courant de rien du tout. Fait que ça a été un choc thermique dès le départ. Puis je disais souvent ça en blague, les ingénieurs à Montréal, ils sont très brillants parce que quand tu arrives à l'hiver, ils ont comme une rangée de lampes de cochons à l'entrée de l'aéroport. C'est super cool. Pour quelqu'un qui vient du Sud, là, ça fait du bien en attendant ton taxi, c'est réchauffant. Au fond, tout ça pour dire simplement, quand je suis arrivé, j'ai passé 1 an et demi à Québec. Puis après ça, c'est un parcours de circonstances. Je me suis ramassé à la Pocatière, donc à 1h15. C'est là où je vis depuis ce temps-là. Donc, la Pocatière, parce que c'est un petit milieu, mais qui a beaucoup d'institutions. Donc, j'étais curieux de savoir comment est-ce qu'une population de 5 à 6 000 habitants peut avoir un hôpital, une école primaire, 2 cégeps. C'était frappant pour moi qui viens de loin. Donc, c'est ça qui m'a mené à la Pocatière. Et l'histoire, c'est donc j'ai travaillé là-bas pour différentes entreprises. Puis après ça, je me suis dit, après 10 ans, j'étais prêt à faire le saut comme conseiller financier. Mais tu sais, quand tu viens de loin et que tu vas aller dans l'intimité des gens, ce n'est pas tout à fait simple, parce que dans le travail du service financier, on est dans l'intimité des gens. Là, on parle d'argent avec les gens. Mais la chance que j'ai eue, j'ai travaillé, puis je me suis impliqué beaucoup dans ma communauté. J'ai été entraîneur de soccer pendant 10 ans pour le cégep de la Pocatière, pompier volontaire, impliqué dans différents organismes. Donc, les gens me connaissaient déjà. Alors, quand je les appelais pour les rencontrer, je ne se demandais pas, Mino, tu viens de où, non? Ils me connaissaient, ils me voyaient déjà dans différentes sphères de leur vie. Donc, c'était plus facile de pouvoir rentrer en contact avec eux puis de bâtir cette relation-là. Et oui, c'est un parcours atypique, mais pour moi, c'est que c'est le chemin qui s'est fait tout seul, puis chaque rencontre est une belle découverte qui me fait grandir comme personne, tout simplement. Et par la suite, un coup qu'on a développé des relations, des premiers clients, qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, les références viennent par elles-mêmes. Hein? Tu dois t'occuper de famille, probablement, Luc Olivier? Exact. Ben, c'est ce que j'adore. Dans le fond, souvent, quand je m'occupe des parents ou de stratégie de retraite, des choses comme ça, ben, ma volonté, c'est d'accompagner la famille aussi au complet. Donc, référez-moi les enfants. Je veux m'assurer qu'ils soient en bonne main aussi, m'assurer des services de qualité et tout ça, donc des conseils judicieux. C'est un peu l'objectif derrière tout ça. Donc, ce que j'entends, c'est que malgré que tu aies peut-être un style de client que tu es plus habitué de servir, tu es quand même ouvert à aller chercher des plus jeunes, à montrer, à former, parce que c'est pas le même apprentissage du départ. Absolument. Ben, c'est ce que j'aime du domaine, c'est qu'on est en mesure de partager l'information. Puis c'est ce que je me donne comme défi ou comme mission à chaque jour. C'est vraiment de partager le plus d'informations possible, que les clients qui prennent les décisions prennent les décisions les plus éclairées possibles. C'est vraiment intéressant, messieurs. On va devoir aller à la pause, mais on va revenir tout de suite après. Bougez pas, restez des nôtres. Nous sommes de retour de la pause. On va aller continuer notre conversation avec nos conseillers. Une question qui me vient en tête. L'intelligence artificielle qui arrive de plus en plus à nos portes, il faut s'adapter, je crois. Est-ce que vous l'avez intégré, vous, dans votre pratique? Oui, bien, de mon côté, je l'ai intégré un peu. Il reste du travail à faire, ça s'en vient tranquillement. Mais tout ce qui est prise de notes, des fois dans des rencontres en vidéoconférence, là, souvent, c'est un enjeu de s'assurer de la compréhension du client, s'assurer d'être à l'écoute aussi, puis de prendre les notes manuellement. Donc, souvent, on a l'accompagnement, là, soit de l'intelligence artificielle pour nous aider sur la prise de notes. Donc, ça, c'est vraiment une énergie de temps aussi là, qui est récupérée là, effectivement. Mino, est-ce que tu l'as intégré, toi, l'intelligence artificielle? Je pense qu'on n'a pas le choix. Depuis la pandémie, on a vécu un tsunami de changement dans le monde financier. On était vraiment conservateur comme secteur, mais ça a comme débloqué. Oui, la prise de notes, les signatures électroniques, juste les Zooms, les rencontres à distance qu'on ne faisait pas avant, qu'on a réussi à faire. Puis je pense que plus ça va aller, plus il va en avoir. Pas pour nous remplacer comme personne, parce qu'il n'y a rien qui peut remplacer un être humain. Le contact, la chaleur humaine qu'on va aller chercher quand on est dans une rencontre, l'IA ne pourra jamais le remplacer. Mais il va nous aider à nous simplifier la tâche, à rendre les choses plus simples, tout simplement. À mon avis, c'est ce qui va arriver. Tu as nommé quelque chose d'intéressant, Mino, au niveau de la visioconférence. Maintenant, on peut rencontrer nos clients depuis la COVID. Hein, ça nous a amené cette pratique-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré, vous, ou est-ce que vous recevez encore au bureau? Comment ça fonctionne dans votre pratique? Ben écoute, moi, avant la pandémie, je me déplaçais beaucoup. Je n'étais pas sur un grand territoire, mais un territoire qui est long. Donc, quand je me déplace de Québec à Rivière-du-Loup, ça fait quand même du temps que je passe sur le terrain. Depuis la pandémie, je suis rendu presque à 95%. Soit au bureau
ou en Zoom. Donc, mon Zoom, dans le télétravail, ça va représenter à peu près 50% de mes rencontres. Pourquoi? Parce que je pense que ça me simplifie la tâche. Je n'ai pas à me déplacer. Le client non plus. Le client n'a pas besoin de faire le ménage chez lui quand je vais arriver parce que je ne veux pas la rencontre en personne, c'est intrusif quand même. On rentre dans l'intimité des gens, donc il faut un peu le ménage, arranger les choses. Mais quand c'est en visio, tu te mets juste un fil derrière. Puis ça, donc, d'un point de vue pratique et de gain de temps, je pense que c'est, en tout cas pour moi, c'était très bénéfique. Puis l'avantage aussi de pouvoir répondre aux clients partout au Québec. En réalité, là, dans le fond, c'est sûr que ça ne remplace pas des rencontres en personne officiellement. J'ai des clients à Montréal, j'ai des clients, je ne l'ai pas dit, mais je viens de Saint-Pamphile, donc qui est en région aussi. Mais j'ai des clients à Saint-Pamphile, donc on peut se rencontrer en vidéoconférence. Mais c'est sûr qu'une fois par année, 2 fois par année, quand je vais à Saint-Pamphile ou des fois avec mes clients à Montréal, on va se planifier des rencontres ensemble là-bas. Mais ça peut permettre un suivi de dossier, un suivi d'une transaction, des choses comme ça. Mais vraiment, le suivi annuel ne remplace pas l'humain, là, c'est sûr, soit au bureau ou à la maison des clients ou directement. Pour les téléspectateurs qui nous écoutent, est-ce qu'il y a un montant minimum à avoir dans son compte pour aller consulter un conseiller? Est-ce qu'il y a du danger qu'il se fasse revirer de bord? Comment ça fonctionne? De mon côté, je dirais vraiment pas, aucunement. Puis l'idée, c'est de s'assurer, dans le fond, dès qu'il y a un revenu, une stratégie à mettre en place, de l'accumulation pour la maison, mais ça peut être un gros projet au début, ça peut être accumulé pour une voiture, accumulé pour un petit voyage. Donc, dès qu'il y a une stratégie à mettre en place, est-ce qu'on utilise le CELI, le REER, ou il y a une panoplie de processus possibles, mais il n'y a pas de montant minimum, ça c'est sûr. Je suis d'accord avec Luc Olivier. Il n'y a pas de montant minimum. Il faut juste trouver le bon conseiller. Parce que c'est comme dans les autos. Quand tu conduis une Audi, va pas chez Toyota pour le faire réparer. Je donne un exemple, mais c'est la réalité. Il y a des conseillers qui sont rendus à un certain niveau, qui ont soit des gens dans leur équipe qui s'occupent des clients qui débutent, parce qu'eux, ils sont comme plus avancés dans leur stratégie, fait que peut-être eux n'auront pas le temps de vous rencontrer, mais il y a tellement de conseillers aujourd'hui pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, il ne faut pas se limiter au montant qu'on a ou qu'on en parle. C'est vraiment super intéressant. J'aimerais savoir, les gens commencent dans la vie, c'est quoi les étapes d'une vie financière? Parce que c'est quand le bon moment qu'on devrait aller consulter un conseiller? Ou est-ce qu'on est rendu dans notre vie? Vous diriez quoi là-dedans, dans ces étapes-là de vie? Là? Moi, je verrais comme 4 étapes dans la vie en réalité. Okay. C'est la vie jusqu'à temps qu'on soit responsable, qu'on ait des enfants, qu'on bâtisse une famille, c'est la première étape. Oui. La deuxième étape, c'est de là jusqu'à la retraite, qui est la deuxième. La troisième, c'est de la retraite jusqu'au décès. Et la quatrième étape qu'on oublie souvent, c'est après le décès. Parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer après le décès aussi, mais il faut le planifier d'avance. Parce que l'impôt, c'est plate à dire, mais même mort, on va payer de l'impôt. Donc, si on peut trouver des stratégies qui vont nous permettre de pouvoir en sauver ou diminuer le montant pour la succession, c'est quand même intéressant parce que si tu laisses 200 000 qu'au final, c'est 100 000 d'impôts que les enfants vont payer, peut-être que la planification n'a pas été bien faite. Je le dis comme ça, mais Pierre, Luc Olivier, tu peux enchérir. Dans le fond, moi, j'y vais différemment. C'est vraiment j'utilise la pyramide financière, si on veut. Donc, je pars avec la base qui est un plan, un objectif, un projet. Après ça, ça peut être, dans le fond, de s'assurer est-ce que le testament est fait, le mandat de protection, ça ressemble à quoi, c'est quoi vos enjeux à ce niveau-là. Puis ça, on a établi pas mal la base, mais tout ce qui est volet événements incontrôlables, donc décès prématuré, invalidité, en cas de perte justement de usage d'un membre, peu importe qu'est-ce qui arrive, mais tu sais, c'est qu'est-ce que vous avez prévu en lien avec ça. Par la suite, tout ce qui est plus accompagnement, on fait du gravy sur la retraite, exemple, épargne retraite. Est-ce que vous avez pensé au régime épargne-études? Est-ce que c'est vraiment de voir un autre niveau? Mais vraiment, la base, c'est de s'assurer que les événements incontrôlables sont protégés ou sont pris en charge. Puis, au-delà de ça, on va parler plus là, à la fine-tuning de la planification financière, qui est création de richesse, stratégie fiscale, conservation du patrimoine, comment vous le voulez, comment vous voyez ça, là. Ah, c'est super intéressant. Oui. Je pense, pour enchérir un peu ce que disait Luc Olivier, c'est que chaque étape de la vie, tous les éléments qu'il vient de nommer sont là, mais pas au même niveau. Il y a des priorités à établir. Quand on a des enfants, on a des responsabilités vis-à-vis d'eux. Quand on est rendu à la retraite, on n'a plus d'enfants, donc ça change un peu. Mais tous ces éléments-là qu'il vient de nommer sont quand même importants à regarder pour voir si ce qu'on avait prévu il y a 10, 15, 20 ans tient encore aujourd'hui, parce qu'on est rendu là. Donc, c'est important. Les gens vont dire, j'ai rencontré mon conseiller il y a 10 ans, puis tout a été fait, tout est beau. Mais non, il y a 10 ans. 10 ans plus tard, c'est sûr que ton portrait a changé. Faut remettre à jour ces informations-là. Tout à fait. Et puis, on a un jeune de 20 ans qui écoute l'émission. Il rentre dans votre bureau. Qu'est-ce que vous allez regarder en premier lieu, lui, dans sa situation? Il a ses premières payes, son premier emploi.
C'est sûr que ça peut être facile d'aller dépenser cette somme-là vers une nouvelle voiture. Ce serait le réflexe facile. Mais c'est de s'assurer, dans le fond, valider ses objectifs, projet court terme, moyen terme, long terme. Je pense pas que parler de la retraite va l'allumer nécessairement, mais vraiment de voir avec lui projet de déménager, partir de chez ses parents où il est déjà parti, ou c'est tous ces éléments-là, puis mettre en place des stratégies pour que ses objectifs se réalisent. L'achat d'une maison, est-ce que vous êtes pour ou contre rapidement, dès le jeune âge, d'acquérir de l'immobilier? Je suis curieuse de vous entendre là-dessus. Personnellement, j'y vais, dans le fond, c'est un actif. Donc, c'est sûr qu'il faut évaluer c'est quoi les besoins. Est-ce que tu veux acheter la propriété, mais en pensant à la vendre l'an prochain, puis juste en pensant que ça a toujours monté en termes de valeur, puis c'est un bon investissement, c'est à faire attention. Il y a différents coûts rattachés à tout ça également, là, dans le fond, au niveau des frais de mise en place et tout ça. Mais c'est un actif. Donc, c'est sûr que même pour la planification de retraite, des fois, là, je vais loin, mais c'est de dire, oui, c'est beau l'épargne, mais si les gens disent, moi, j'ai un terrain, j'ai un chalet, j'ai une maison, j'ai moins mis en épargne, bien, c'est correct. C'est une façon de voir, puis c'est un actif qui va être utilisé pour la retraite éventuellement. La diversification de patrimoine, justement. Là. Exact. Mineau, t'en penserais quoi, toi? Bien, je pense que c'est toujours du cas par cas, comme on disait tantôt, mais il faut se dire, as-tu ce qu'il faut pour acheter une maison? Parce que c'est bien beau de dire, je vais acheter une maison, mais on va regarder comment est-ce qu'on peut t'aider pour l'acheter. Ça, c'est la première partie. Puis je pense que Luc Olivier a comme sorti les éléments qui étaient là, mais l'autre chose que je vois souvent, c'est que les gens, ils sont tellement stressés de payer vite leur maison. Ils se disent, écoute, il faut qu'on clenche ça. Mais ce que je leur dis souvent, le point le plus important, c'est pas que ta maison soit payée. As-tu de la liquidité? Parce que oui, il n'y a rien qui t'empêche d'acheter la maison, mais ça te prend de la liquidité aussi à côté. Et je te dirais même la liquidité est beaucoup plus importante que ton actif en réalité, parce que si ta maison finit d'être payée, tu as trouvé une job à Montréal, mais tu veux y aller, tu peux pas y aller, tu n'as pas une scène dans ton compte, tu peux pas y aller là. Il faut que tu vendes la maison pour pouvoir y aller, donc ça te limite. Mais si tu restes une hypothèque là-dessus, mais que tu as de l'argent dans ton CELI, oui, tu peux faire les deux. Donc c'est important de prendre le temps de réfléchir à les choix que je vais faire au niveau financier, est-ce que c'est logique? Et c'est la job que nous, on a, Luc, Olivier et moi, de poser juste les bonnes questions, pousser la réflexion pour plus loin et s'assurer que la personne a pris le temps de penser aux détails qui vont faire la différence à terme, là, tout simplement. Tout à fait. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais vous entendre sur le fait, rendu avec les enfants, y a-t-il des choses prioritaires à mettre en place lorsqu'on a des enfants? Dans les produits financiers, dans les stratégies financières? Absolument. Je vais me lancer, Luc Olivier. Moi, je pense qu'au fond, dès qu'on a des enfants, on a une responsabilité. Donc, nos protections, surtout en assurance vie, est super importante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui se lève le matin et qui dit ça, c'est la bonne journée pour mourir, à moins d'être mal pris. Là, ça peut arriver, mais on le souhaite à personne. Donc, quand on décède, c'est toujours une surprise. Alors, décéder, ça a deux coûts. C'est un coût émotionnel important que rien ne peut remplacer, mais c'est un coût financier. Est-ce que j'ai laissé suffisamment d'argent à ma famille pour pouvoir continuer la suite de ce qu'on a bâti ensemble? Donc, les protections, à mon avis, deviennent un élément important à regarder, à s'assurer qu'on a ce qu'il faut pour régler ça. Qu'est-ce que tu en penses, Luc? Assurément, effectivement. Puis dans le fond, oui, de penser au nouveau volet assurance, mais volet, qu'est-ce qu'il va y avoir comme en cas de projet d'études, des choses comme ça. Donc ça, c'est le volet plus d'accumulation d'épargne pour les enfants, mais c'est un volet qui est non négligeable avec toute la stratégie qui peut arriver avec des subventions du gouvernement, des choses comme ça. Comme les régimes épargne-études, les REE, comme on appelle dans notre jargon. Effectivement, c'est deux pensées complémentaires qui sont nécessaires absolument. Ça va être déjà le temps d'aller à la pause, mais on va vous revenir tout de suite avec la conclusion. Restez là. Nous sommes de retour. C'est déjà le temps d'aller à la conclusion, mais il me reste deux questions que j'aimerais poser à mes candidats. Premièrement, j'aimerais savoir, on entend qu'il y a plus d'une trentaine de mille conseillers financiers au Québec, mais seulement 4 000 ou 5 000 environ comme courtiers versus les autres, tout en institution financière. Et je sais que Luc Olivier, tu as été dans les services financiers en institution. Exact. C'est quoi la différence du service? Je dirais que c'est une vision d'affaires différente. Ça se résume, dans le fond, souvent à une spécialisation au niveau du bancaire. Donc, les conseillers vont avoir certains types de clientèle précisément. Donc, éventuellement, quand le client évolue, des fois, on peut se départir du client, le référer à d'autres conseillers. Mais c'est difficile d'avoir la relation à très, très long terme ou si on parle d'une vente d'entreprise, ça devient d'autres intervenants qui vont prendre la relation pour le suivi. Donc, il y a ce volet-là qui est plus en silo. De notre côté, comme représentant, dans le fond, comme conseiller indépendant, c'est plus
de dire. On a une vision globale, donc on peut travailler autant avec je parlais des entrepreneurs tout à l'heure, mais avec leurs enfants qui ne sont pas dans l'entreprise du tout, quoi que ce soit. Donc, on va assurer que les besoins sont tous répondus là, au niveau de la famille. Là. Tout à fait. Puis pour enchérir aussi, ça vient ouvrir nos horizons. Il y a tellement de possibilités au niveau des gestionnaires de fonds qu'on peut proposer aux clients aussi. Donc, cet aspect-là est aussi un aspect important pour dire on rencontre un conseiller financier indépendant, il va ouvrir la machine pour vous offrir le produit qui vous convient le mieux. Là. Exactement. Pour bien expliquer, c'est dans le fond, on va avoir accès à tous les produits du marché versus lorsqu'on est en institution, on est limité un petit peu. C'est très bien dit, Minot. Est-ce que aussi vous auriez un conseil à transmettre à nos téléspectateurs? J'en aurais un en terminant. On a beaucoup de poids comme conseiller financier ou planificateur financier au niveau de l'économie, au niveau du partage d'informations, de la vulgarisation. Mais je pense qu'il y a un grand rôle qui appartient aux parents aussi, dans le fond, de transmettre l'information aux enfants, de s'assurer qu'ils soient en bonne main, qu'ils soient pris en charge au niveau de soit des stratégies d'épargne dès le jeune âge. Là. Donc, on a un gros poids sur les épaules, mais il y en a beaucoup là, aux parents aussi à être considérés. Tu as raison, Luc-Olivier. Je pense qu'il faut juste ouvrir nos horizons, puis voir les possibilités. Au fond, c'est de se diversifier. Avoir de l'immobilier, c'est bon. Avoir du placement, c'est bon. Se protéger, c'est bon. En vie, en maladie grave, en invalidité. Donc, tous ces éléments-là, faut les mister ensemble, mais c'est juste pour nous. On fait du produit custom. Que ce soit Luc-Olivier ou moi, quand on rencontre un client, c'est un service personnalisé pour ce client-là. Raconte-nous ton histoire. On va te trouver les bons outils pour t'accompagner, tout simplement. Je vous remercie infiniment, messieurs. Merci pour ces bons conseils. C'est la fin de la saison 3. Retrouvez-nous dans la saison 4 bientôt sur vos écrans. Mais en attendant, vous pouvez aller nous suivre sur Instagram, Facebook. Vous avez les chaînes YouTube aussi. Télémag les mercredis soirs à 19h30. C'était un plaisir d'être avec vous encore. On se retrouve la saison prochaine. L'émission Débat des finances vous a été présentée par Finance Composée, un cabinet de services financiers multidisciplinaire où chaque geste compte.